bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, prenez votre petite boisson chaude ou votre boisson froide et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Aujourd'hui nous sommes samedi, je viens tout juste de clore le dernier carnet de lecture, donc j'en profite, je suis à fond dedans, donc j'enchaîne et j'ouvre celui-ci. Je viens de vous faire un unboxing, je viens de vous donner mon avis sur les sorcières de Pendle, donc j'enchaîne. Je viens juste vous montrer 2 romans que j'ai reçus en cadeau, puisque la semaine dernière c'était mon anniversaire. Et donc mon chéri a très gentiment pris le parti de m'offrir des livres pour mon anniversaire. Il me connaît très bien, n'est-ce pas? Donc du coup, il m'a offert 2 livres qui étaient sur ma wishlist et je suis très contente qu'il ait craqué pour ces livres-là. Il y en a un, je ne doutais pas qu'il allait craquer pour celui-ci. L'autre, je suis un petit peu étonnée qu'il ait choisi celui-là, mais ça me va très bien. Donc le premier qui a rejoint ma palle, c'est donc Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell, édité dans la superbe édition Monsieur Toussaint l'ouverture. Comme vous pouvez le voir, le travail éditorial est encore magnifique. On est sur le même style de livre que la saga Blackwater. Je vais d'ailleurs enlever le fameux bandeau que je n'aime pas du tout. Voilà, ça on verra beaucoup mieux. Donc superbe travail éditorial, beaucoup plus grosse brique que les Blackwater qui sont beaucoup plus courts. Là on est sur un roman qui fait 500 pages. Donc voilà, il vient tout juste de sortir en librairie si vous le cherchez. Je vous lis la 4e de couve. An de grâce 1882. New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils Edward, pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre Duncan, jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien en faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Bon, bah, autant vous dire que moi ça me plaît carrément. Hein. Donc je connais l'écriture de Michael McDowell puisque j'en suis au 4e tome de la saga Blackwater. Je sais qu'au niveau du style, ça ne me posera absolument aucun problème et que je vais adorer entrer dans cette histoire rapidement. Je pense que l'histoire va être plutôt sympathique, on va voir. Alors je pense que pour le coup dans celui-ci il ne doit pas y avoir de fantastique, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ne traînera pas très longtemps dans ma palle. Et deuxième roman que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Alors là celui-ci je suis un petit peu plus étonnée parce qu'effectivement c'est un peu moins son style, mais écoutez. La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi. Donc c'est édité chez Hauteville, Hauteville Poche hein, du coup. Et j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très poétique, très très belle. Et du coup, la tatoueuse de Jaipur, de quoi ça parle? Fuyant un mariage abusif, Lakshmi, 17 ans, quitte son village pour se rendre dans la ville rose et animée de Jaipur. Là, elle devient la tatoueuse au henné et la confidente la plus convoitée des femmes de la haute société. Connue pour ses motifs originaux et ses conseils avisés, Lakshmi doit veiller à ne pas alimenter des rumeurs jalouses susceptibles de nuire à sa réputation. Alors qu'elle poursuit sa quête de liberté, elle est un jour stupéfaite de revoir son mari qui a réussi à la retrouver. Il est accompagné d'une jeune fille fougueuse, une sœur dont Lakshmi ignorait l'existence. Soudain, sa vie tranquille en est bouleversée. Au lendemain de l'indépendance de l'Inde et dans une société qui oscille sans cesse entre le traditionnel et le moderne, Lakshmi doit trouver sa place sans oublier son souhait le plus cher. Voilà, bon, autant vous dire que ça me plaît beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup la littérature indienne, honnêtement, j'aime beaucoup. J'en ai lu beaucoup, hein. J'ai lu Le Sari Rose, j'ai lu La colère des aubergines, j'ai lu La maîtresse des épices, non je sais plus le nom. Enfin j'en ai lu vraiment pas mal. J'avais adoré La Tresse, alors c'est pas de la littérature indienne mais c'est une littérature quand même qui se passe en partie en Inde. Le Cerf-Volant aussi de Laetitia Colombani qui se passe en Inde. Et c'est vrai que les romans qui se passent en Inde en règle générale c'est des romans que j'aime beaucoup. Je trouve que ça nous fait voyager, l'histoire indienne est tellement incroyable, tellement passionnante que bah, du coup on s'y fait, on se laisse complètement entraîner
avec bonheur dans cette littérature et dans ces histoires. Et moi j'aime beaucoup. Donc la tatoueuse de Jeypour, je pense que ça va vraiment me plaire. J'ai hâte. Donc comme vous pouvez le voir, rien à voir, hein, on n'est pas du tout sur le même style. Mais c'est ça qui est bien et c'est ça qui fait la richesse de ces carnets de lecture. Sinon, côté lecture, j'en suis où? J'en suis toujours au même point, c'est-à-dire que j'ai fait encore n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est tout simplement le résultat des décisions livresques que j'ai prises ces dernières semaines. Donc j'ai encore 40 000 lectures en cours, c'est génial. C'est n'importe quoi. J'ai terminé hier soir Descendre sur tes mains de Nora Lake, publié chez Hurlevent. Donc je viendrai vous en reparler. Très très bonne lecture, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été assez bluffée, surtout par le dénouement. Donc je viens vous en reparler très rapidement. Ça, c'est donc la lecture que j'ai terminée hier soir. Entre-temps, j'ai toujours, enfin ça j'ai pas avancé, hein, donc c'est pas une nouveauté. J'ai toujours L'Hôtel aux oiseaux de Joyce Maynard. J'en suis page 87. J'avance très doucement mais très sûrement. Et là aussi, j'ai enlevé le bandeau, là, c'est affreux ça. C'est quoi cette manie de mettre des bandeaux partout là? Voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Ouais. Donc j'en suis passée 87, je l'ai mis pas mal en stand-by, donc pour l'instant je le laisse en stand-by, je le reprendrai quand j'aurai un petit peu plus de temps. J'espère quand même pouvoir le finir d'ici la fin de la semaine prochaine. On va voir. Mais bon, celui-ci est en stand-by. J'ai également sur liseuse, elle est là ma liseuse. Bon, vous n'allez rien voir parce qu'elle est éteinte, mais sur liseuse, j'ai Le Templier de l'ombre de Mireille Calmel. Alors, je suis un petit peu surprise. Je pensais que c'était un one-shot. C'est aussi pour ça que je l'avais pris, parce que j'en avais un peu marre de commencer des sagas. Là, dans les derniers carnets de lecture que j'ai filmés et les dernières lectures que j'ai pu faire, je pense que vous l'avez vu, mais il y a énormément de premiers tomes de séries et tout. Et je trouve que j'en ai beaucoup entamé et j'arrive pas à beaucoup les finir. Donc je ne voulais pas forcément entamer une nouvelle lecture. C'est pour ça que Le Templier de l'ombre, ça me tentait bien. Et en fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait un deuxième tome. Donc je pense qu'on va partir encore sur une duologie. Parce que Mireille Calmel, elle est quand même assez forte sur les duologies. Et du coup, je suis un peu déçue parce que j'aurais préféré que ce soit juste un tome et on n'en parle plus, entre guillemets. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc là, je suis en train de lire le premier tome, Les Templiers de l'ombre. Je l'avais mis en stand-by également parce que j'accrochais pas trop, pour être entièrement honnête. Mais je l'ai repris, je compte bien le terminer. C'est vraiment pas un roman qui est très très long, puisque sur liseuse il fait 230 pages, donc c'est pas très très long. J'en suis rendue à 17% de lecture, donc je suis pas très loin, mais je pense qu'une fois que je serai vraiment entrée dans l'histoire, ça va se lire assez vite. Donc ça, c'est la lecture que j'ai prévue pour cette semaine. À côté de ça, je suis en pleine lecture audio. Je viendrai absolument vous en reparler plus en détail cette semaine aussi, mais je suis en lecture audio de La petite fille sous la neige de Javier Castillo. J'en suis rendue à 75% d'écoute et franchement j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je veux absolument vous en reparler, mais je viendrai vous faire un récap quand j'aurai terminé en fait la lecture audio, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu cette semaine, donc celui-ci, le Mireille Calmel, celui-ci, finir ma lecture audio et dans l'idée, si je peux commencer un autre roman, j'aurais bien pris un petit roman gothique là, histoire de rester sur la lancée de celui-ci. Donc je ne sais pas, dans ma palle d'octobre j'avais prévu Frankenstein, mais j'ai bien envie de le garder plutôt pour Halloween celui-ci. Frankenstein, ou alors j'ai également Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, qui fait partie de la rentrée littéraire de septembre, qui a été publiée chez Gallmeister. Donc je vais peut-être me diriger vers celui-ci plutôt, je sais pas encore. Je sais pas. Pas facile hein, de choisir les lectures. J'ai des véritables problèmes dans la vie, comme vous pouvez le voir. Bref, j'arrête de blablater pour ne rien dire et puis je vous laisse ici, je vous reprends plus tard.
Hello, je vous reprends en vidéo, on est lundi midi, je suis en train de boire mon café et je viens vous prendre en vidéo rapidement avant d'aller retourner travailler. J'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai un avis lecture à vous donner sur mon livre audio que j'ai enfin terminé. J'aimerais bien également vous donner une lecture sur un roman que j'ai lu la semaine dernière. Alors j'ai pas encore écrit de chronique sur ce roman, donc je vais peut-être vous donner une chronique un peu décousue, mais j'ai pas envie de trop tarder avant de vous en parler, donc je vais voir. Et avant tout ça, j'ai quand même une très bonne nouvelle à vous annoncer, et c'est aussi pour ça que je voulais vous prendre aujourd'hui. J'ai eu l'immense joie d'apprendre la semaine dernière que je suis partenaire de la maison d'édition Gaëlis pour la saison 2023-2024. La maison d'édition Gaëlis est donc une jeune maison d'édition. De mémoire, elle a été fondée en 2020. Donc c'est une maison d'édition qui se décline sous 3 axes spécifiques. Vous avez un premier axe qui nous concerne un petit peu moins puisqu'il est en dehors du cadre des partenariats, c'est la collection spécifique sur la musique. Et ensuite vous avez un deuxième et troisième axe. Un deuxième axe qui est plutôt axé sur les romans policiers historiques. Et un troisième axe qui, lui, est réservé aux sagas historiques. Et c'est pour ce troisième axe spécifiquement que j'ai été retenue comme partenaire et je suis hyper contente parce que, comme vous le savez, les sagas historiques, c'est vraiment ce que j'adore. J'affectionne vraiment ce genre littéraire. C'est quelque chose pour lequel je suis rarement déçue et j'en découvre beaucoup. Donc c'est plutôt chouette de savoir que je vais avoir d'autres découvertes qui vont peut-être me faire sortir un peu de ma zone de confort également, donc ça va être assez chouette. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez envie de lire des sagas historiques, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. J'avais fait une sélection de 11 sagas historiques que j'apprécie particulièrement, donc n'hésitez pas à aller regarder, comme ça vous pourrez noter quelques titres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un trou. Je vous disais donc que Gaëlis, la maison d'édition Gaëlis, a déjà publié quelques sagas historiques, en tout cas des débuts de sagas, puisque j'imagine que les sagas ne sont pas entièrement finalisées. Donc nous avons une première saga qui s'appelle Les Chemins d'Abeline, qui est une saga historique qui se déroule au XVIIIe siècle, sous un fond de littérature fantasy, de romance et d'aventure. Et vous avez une deuxième saga qui pour le coup s'appelle La Chambre du Lord, qui a été pas mal plébiscitée et qui a reçu notamment, enfin en tout cas le premier tome a reçu le prix du roman gay 2022. Donc écoutez, je suis plutôt curieuse de découvrir tout ça et donc j'imagine que on devrait peut-être avoir des suites de ces deux sagas et peut-être d'autres, je ne sais pas trop, mais je vous en dirai bien évidemment plus quand je recevrai plus d'informations. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette chouette aventure et de vous faire découvrir les publications de cette jeune maison d'édition que l'on voit de plus en plus fleurir sur les réseaux, mais qui reste encore une maison d'édition assez peu connue. Donc c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus. Ceci étant dit, je vous donne mon avis sur ma lecture audio qui était donc La petite fille sous la neige de Javier Castillo. C'est un livre que vous avez dû beaucoup voir passer. La raison principale, c'est qu'il a été énormément plébiscité sur les réseaux sociaux, donc sur Booktube, Bookstagram, BookTok. Enfin bon, voilà, tous les réseaux sociaux, vous l'avez probablement pas mal vu passer. La seconde raison, c'est parce qu'il y a eu une adaptation Netflix. Donc moi, je n'ai pas vu l'adaptation. Mais maintenant que j'ai terminé ma lecture audio, je suis assez curieuse. Apparemment, il y a beaucoup de différences entre l'adaptation et le livre. Mais j'avoue qu'à l'occasion, si j'ai le temps, un soir, je me ferai bien l'adaptation pour voir un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, en version écran. Donc voilà. C'est un thriller qui m'a été offert en partenariat avec NetGalley et Audiolib. Du coup, je suis ravie et je les remercie parce que ça a été une très très belle lecture. Donc merci beaucoup. Le roman audio est lu par une lectrice qui s'appelle Sarah Chambin et j'ai beaucoup aimé cette lectrice, donc je pense que ça a vraiment joué aussi sur la qualité de mon écoute et sur ce que j'ai pensé du livre au final, donc voilà, je vous donne son nom. La petite fille sous la neige, c'est un thriller dont toute l'intrigue est basée sur un fait divers inventé de toutes pièces par l'auteur. Il s'agit de la disparition tragique d'une petite fille de 3 ans, Kira Templeton,
pendant la parade de Thanksgiving à New York. Bien évidemment, la police se déploie et met tout en œuvre pour la retrouver, mais on ne retrouve que quelques mèches de cheveux et un tas de vêtements qui ont appartenu à la petite fille, et en gros c'était ce qu'elle portait ce jour-là. L'affaire fait la une bien évidemment de tous les journaux et intéresse plus particulièrement une étudiante en journalisme, donc une jeune étudiante qui s'appelle Myrenne Triggs, qui étudie à Columbia. Et donc très vite, Myrenne elle prend à cœur cette affaire, elle veut absolument comprendre cette affaire et retrouver la petite Kiera Templeton. Et cette affaire va jouer bien évidemment un énorme rôle dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. En 2003, 5 ans après la disparition de la fillette, ses parents reçoivent une cassette vidéo contenant un enregistrement sur lequel on voit Kiera jouer. Donc ça, c'est le postulat de départ. Autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré ce thriller que j'ai trouvé d'une efficacité implacable, vraiment. La petite fille sous la neige, c'est un roman qui possède un schéma narratif bien particulier et c'est ce qui fait, à mon sens, la force du roman puisque ce schéma narratif-là apporte vraiment un rythme effréné. Il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie pas dans ce roman et c'est vraiment, vraiment appréciable. L'histoire connaît de nombreux sauts dans le temps. Donc parfois on va suivre la suite de la disparition de Kiera, donc 1998, les quelques jours après Thanksgiving. Parfois on va suivre l'enquête lorsqu'elle fait un bond suite aux nouveaux éléments après le visionnage de la cassette en 2003. Puis après on a des sauts qui sont beaucoup plus tardifs dans le temps. Et donc, en fait, cette construction narrative est vraiment particulière, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sauts dans le temps, on se demande un peu où est-ce qu'on est, mais ça fonctionne. Alors même si parfois à l'audio, lorsque j'étais moins concentrée, je me perdais un peu dans toutes ces ellipses temporelles, ça n'empêche que, globalement, je pense qu'au niveau papier, on est un peu moins perdu, parce que vous avez à chaque fois le récap, donc c'est un peu différent. Mais ça n'a pas du tout entaché ma lecture parce que vraiment, encore une fois, le rythme est tellement effréné que ça apporte beaucoup à l'histoire. L'autre point fort du roman, à mon sens, c'est le fait que le récit soit raconté selon une narration multiple. On a plusieurs types de narration. Vous avez d'abord une narration à la première personne quand les faits sont suivis par Myrenne, donc l'étudiante à Columbia. Et vous avez une narration plutôt externe lorsque les choses s'accélèrent ou lorsque l'on suit le point de vue des autres personnages. Donc vous allez avoir le point de vue de l'inspecteur qui s'occupe de l'affaire, vous allez avoir le point de vue des ravisseurs, vous allez avoir le point de vue des parents. Donc vous avez différents points de vue comme ça, et ça, on est vraiment sur une narration externe. Et cette narration multiple, elle a la faculté de nous donner une vision globale. Et ça nous permet de suivre les différents éléments de l'enquête avec énormément de précision. Et je suis pas sûre que ça aurait été le cas si l'auteur avait par exemple choisi que la narration à la première personne et de se focaliser sur le personnage de Myrenne par exemple. Je pense que ça n'aurait pas été le cas. D'ailleurs, le personnage de Myrenne est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. C'est un personnage complexe mais extrêmement touchant. Elle est très persévérante et elle va vraiment donner toute sa vie pour retrouver la petite Kiera Templeton et vraiment ça fonctionne bien parce que ce personnage, on s'y attache très facilement. La petite fille sous la neige, c'est un thriller au rythme haletant que j'ai adoré découvrir à l'audio. Et les gros points forts pour moi de ce roman, c'est le schéma narratif et la narration multiple que vous avez. Et je ne peux que vous recommander de découvrir le roman, que ce soit à l'écrit ou à l'audio. Je pense que honnêtement, même à l'écrit, ça le fait. Hein, le thriller, il sera toujours aussi efficace. Donc n'hésitez vraiment pas si vous souhaitez un thriller avec un rythme un petit peu effréné. Autre roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une lecture papier cette fois-ci que j'ai terminée la semaine dernière et je voulais absolument vous en parler. Je ne veux pas trop traîner avant de vous en parler, mais comme je vous disais, j'ai pas encore eu le temps d'écrire ma chronique, donc j'espère que ce sera pas trop décousu, on verra. C'est ce roman. C'est donc la 3e parution de la maison d'édition Hurlevent que j'ai l'occasion de lire. Il s'agit ici du roman Des cendres sur tes mains de Nora Lake. Et on est sur un roman
d'inspiration gothique. Voilà, donc on est dans la très bonne période pour lire ce genre de roman puisqu'on est en plein mois d'octobre. C'est des romans que j'adore lire pendant ce mois-là, vraiment, c'est vraiment une excellente période pour lire de la littérature gothique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je pense que quand ce carnet, oui c'est même sûr, quand ce carnet de lecture sortira, vous aurez une vidéo qui reprend une sélection de 13 romans gothiques que je vous aurais mis en ligne la semaine d'avant. Donc voilà, si vous êtes plutôt friand de ce genre littéraire, n'hésitez pas à aller checker. Vous aurez peut-être des idées lecture sur ce genre-là, en sachant que Descendre sur tes mains fait partie de cette sélection des 13 romans, parce que j'ai beaucoup aimé. Descendre sur tes mains, c'est une histoire qui se passe en Angleterre au 19e siècle. On va suivre l'histoire d'Alice, qui est une jeune fille orpheline, qui va être recueillie par un tuteur très étrange, un tuteur qui s'appelle Isaac Edwards, j'allais dire Isaac Newton, pas du tout, Isaac Edwards, qui vit dans un manoir très lugubre au fin fond d'une forêt très dense, très sombre. Et du coup, c'est toute la relation entre Alice et son tuteur que l'on va suivre ici. Donc au début du roman, Alice c'est une enfant en fait, hein, puisqu'elle a 12 ans, 10-12 ans je crois. Et puis au fur et à mesure, Alice grandit et devient une jeune femme, et donc on suit son enfance et son adolescence dans ce manoir très lugubre, et puis on suit aussi le point de vue un peu de Isaac Edwards qui commence à s'intéresser à la jeune femme que devient Alice au fur et à mesure qu'elle grandit. On est sur un roman d'inspiration gothique. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez un décor qui fait tout simplement froid dans le dos. Comme je vous disais, on est sur un manoir très lugubre où vous avez, vous sentez les courants d'air avec les portes qui claquent, vous sentez des souffles sur votre nuque, vous sentez des présences dans les reflets des miroirs, ce genre de choses. Donc c'est une ambiance très malaisante qui est oppressante, très obscure, qui fait vraiment froid dans le dos. Et vous avez à côté de ça des personnages qui sont très caractéristiques des romans d'inspiration gothique. Vous avez d'abord Alice qui est une petite fille toute mignonne, toute naïve, toute candide, et vous avez Isaac Edwards qui représente un peu le côté démoniaque, ou en tout cas le côté très sombre de l'histoire. Et donc vous avez cette dualité qui va vraiment prendre toute sa place dans le récit, et c'est pour ça qu'on est sur ce type de littérature, ça fonctionne extrêmement bien, c'est extrêmement bien écrit. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé en détail ? Le début de ma lecture a été m'a laissé un peu perplexe. J'ai apprécié le début du roman, puis au fur et à mesure, je me suis vraiment posé quelques questions. Il y a certains éléments qui m'ont décontenancée, notamment des éléments très malaisants où on a des histoires d'amour un peu interdites entre un... Enfin bon, je vais pas vous en dire trop, je veux pas vous spoiler, mais vous avez des histoires d'amour qui sont à la limite de l'inceste. Enfin, c'est pas vraiment de l'inceste, mais bon, c'est des histoires d'amour vraiment pas très recommandables. Encore moins à l'époque, je pense. Donc du coup, c'est un peu malaisant. Et il y a certaines choses comme ça où je me disais, ouf, où l'autrice elle va loin, elle flirte vraiment avec l'interdit, c'est malaisant, c'est pas terrible. Et finalement, on se prend dans l'ambiance et on se laisse porter. Et moi, c'est ce qui s'est passé, je me suis laissée porter et franchement, ça a bien fonctionné. Alors, on est sur un roman d'ambiance, clairement. Ne vous attendez pas à de l'action à toutes les pages, ce n'est absolument pas le cas. Il y a de nombreux passages où en fait on découvre la jeune Alice qui lit dans une bibliothèque, on suit des parties d'échecs endiablées, on suit ce genre de choses. Mais il se passe pas plus de choses que ça, quoi. Vraiment, on est sur un roman d'ambiance. Donc si vous n'aimez pas trop ça, passez votre chemin, parce que ça va vraiment vous ennuyer, je pense. Par contre, si vous êtes fan des ambiances sombres, oppressantes, et que vous aimez la littérature d'inspiration gothique, bon alors là, n'hésitez pas, hein, allez-y, ça va vous plaire.
Au fur et à mesure de ma lecture, j'ai changé un peu d'opinion et je me suis vraiment laissée prendre au jeu, comme je vous le disais, jusqu'à peu près la moitié du livre, même les 3/4 du livre, où là j'ai trouvé qu'il y avait un rebondissement, un changement de situation et j'ai trouvé mais la fin, le dénouement, les 100 dernières pages juste incroyable. J'ai trouvé que c'était génial, hyper bien pensé, je m'attendais absolument pas à ça. Je me posais beaucoup de questions pendant ma lecture en me demandant bah, qu'est-ce qui fait qu'il y a une ambiance aussi pesante dans ce manoir, il y a des secrets, on sait pas trop, j'ai émis des hypothèses, bon autant vous dire que je suis tombée complètement à côté. Je m'attendais absolument pas à cette fin et c'est extrêmement bien fait et bravo Nora Lake pour ça parce que c'est vraiment inattendu. Donc, Descendre sur tes mains, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui fait effectivement partie de ma sélection des 13 romans d'inspiration gothique que je vous ai publiés la semaine dernière parce que ça le fait quoi, ça le fait, on est vraiment sur un super roman d'ambiance et que vous dire de plus à part laissez-vous tenter. Si c'est le genre de littéraire que vous appréciez, il n'y a aucun souci. Vous allez vraiment aimer vous plonger dans l'univers d'Alice et dans l'univers de ce manoir terriblement lugubre. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi midi et je vous prends un petit peu en vidéo puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et j'ai pas plus de choses à vous dire. La première chose que je vous propose pour cette première séquence vidéo, c'est un petit unboxing un petit peu particulier puisque ça n'a pas grand chose à voir avec les livres, mais je sais que vous êtes quelques-unes à apprécier quand j'en parle, donc je vous en parle rapidement, rassurez-vous, ça va pas durer très longtemps. J'ai reçu un paquet, je vous mets la marque ici, de New Morning. Alors c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, c'est vraiment une commande que j'ai faite moi. Je l'ai faite via l'application Choose, je sais pas si vous connaissez Choose, je vous remettrai les informations ici et dans la barre d'infos, mais Choose est une application qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre de ventes privées, et donc en l'occurrence il y avait une vente privée qui était organisée par New Morning, et New Morning c'est une marque qui, comme son nom l'indique, propose à la vente des choses pour le petit déjeuner et pour le matin notamment, et en l'occurrence moi j'ai pris du thé. Donc c'est du chai latte en instantané que j'ai pris, en fait j'ai profité d'une offre, donc j'ai pris plusieurs boîtes, mais c'est la même chose, hein, c'est du chai latte. Voilà. Je voulais tester le morning latte à base de curcuma et finalement je me suis dit que j'allais plutôt prendre une valeur sur le chai latte, donc je le goûterai puis je vous dirai ce que j'en pense, mais globalement, je pense que ça peut tout à fait faire l'affaire. Et ça va être parfait avec mes petites lectures d'automne. L'épisode de thé étant terminé, je viendrai quand même vous redire ce que j'en ai pensé du chai latte. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un tout à l'heure parce que j'ai pas très faim là. Donc je vais peut-être m'en faire un pour voir. Bon, bref, je vous redirai ça. L'épisode thé étant terminé, j'ai pas mal de choses à vous dire concernant mes lectures. La première chose, c'est que j'ai lu un roman graphique que je vous avais présenté lorsque j'étais allée à la médiathèque. C'est le roman graphique de Chloé Cruchaudet, Céleste, bien sûr, Monsieur Proust. Et donc je vous avais dit que c'est une première partie puisqu'effectivement le roman graphique se termine sur une sorte de cliffhanger où on se dit ok, qu'est-ce qui va se passer après. Donc il faudra que je vois s'ils ont la deuxième partie du coup à la médiathèque. Je sais pas, j'ai pas trop fait attention. Ce roman graphique là, écoutez, je l'ai bien aimé, j'ai vraiment apprécié. Alors j'ai retrouvé un peu la patte de Chloé Cruchaudet, hein, puisque effectivement je trouve que ses dessins sont vraiment particuliers, donc on reconnaît bien. On est sur des dessins qui sont, vous voyez, hein, dans des tons assez froids quand même. Mais voilà, c'est pas étonnant parce que c'est un petit peu ce
que ce qu'elle avait déjà fait dans son roman graphique Mauvais genre. Donc le dessin ne m'a pas étonnée, j'aime beaucoup. L'histoire est vraiment très sympathique et franchement, en toute honnêteté, j'ai préféré cette histoire à celle de Mauvais genre. Donc c'est en plus de ça une histoire vraie puisque ça raconte l'histoire de Céleste qui est l'une des domestiques de Marcel Proust, donc l'écrivain. Et, donc voilà, et donc vous avez la fameuse Céleste ici que vous retrouvez tout au long du roman graphique. Et donc c'est la relation assez particulière que va construire Céleste avec Marcel Proust. Et franchement, eh ben, écoutez, ça se lit bien. Moi, Marcel Proust, c'est un auteur qui m'a toujours fascinée, donc je n'ai d'ailleurs toujours pas lu hein, son œuvre. Son œuvre, je l'ai, hein, je sais pas, à la recherche du temps perdu, non, je sais plus. Enfin bon bref, j'ai l'édition intégrale qui est monstrueuse, je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est un écrivain qui m'intrigue beaucoup et qui me fascine, donc j'étais assez contente de le découvrir via les yeux de Céleste et via les yeux de Chloé Cruchaudet. Donc bon petit roman graphique, si vous avez envie de lire quelque chose dans ce style-là, eh bien écoutez, ça peut que vous plaire. Avant de vous parler de mes autres retours sur mes différentes lectures, je voulais avant toute chose vous parler de mes cadeaux d'anniversaire puisque j'ai reçu quelques livres en cadeau. J'ai d'abord reçu... Je suis désolée, je regarde en même temps ma liseuse même. Enfin, okay. J'ai d'abord reçu de la part de ma belle-mère un roman qui est sorti pendant la rentrée littéraire de septembre et que j'avais très très hâte de lire, donc je suis trop contente et je la remercie encore 1000 fois. J'ai donc la chance de voir rejoindre ma palle ce roman-là qui s'appelle Comme si nous étions des fantômes de Philippe Gray. Et donc là, on est sur un roman policier historique un peu. Alors policier, peut-être un thriller historique, même plus qu'un roman policier. L'histoire se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc je vous lis la 4e de couverture. Avant ça quand même, je souligne le travail éditorial de Sonatine parce que la couverture est superbe, je trouve vraiment. Mais moi j'aime beaucoup la maison d'édition Sonatine, donc c'est pas trop étonnant que ça me plaise. 4e de couverture, donc 3 mois après la fin de la Première Guerre mondiale, une jeune Anglaise, Amy Vanek, arrive à Amiens afin d'en apprendre davantage sur l'homme qu'elle aime, Edward Aslam, porté disparu dans les tranchées. Les champs de bataille de la Somme sont désormais silencieux, ne restent sur place que quelques hommes qui se livrent à la tâche difficile de rassembler les dépouilles et d'essayer de les identifier. Parmi eux, le capitaine Mackenzie, qui se propose d'aider Amy. Mais lorsqu'on retrouve 13 cadavres dissimulés dans un tunnel au fond d'une tranchée, celle où Edward a été vu pour la dernière fois, tout change. D'autant plus qu'il apparaît bien vite que leur mort n'a rien à voir avec les combats ni avec l'armée allemande. Voilà. Ça me tente énormément. Donc j'ai envie de vous dire, je pense qu'il ne va pas traîner très longtemps dans ma palle, mais je vous le dis à chaque fois que j'ai un nouveau livre, donc bon, à un moment donné, il va falloir faire des choix, je pense. Hein. Et autre livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, cette fois-ci de la part de mon papa. Et là, on n'est pas sur un roman et on n'est pas sur des genres que j'ai l'habitude de lire, mais ça me tentait beaucoup et je vous en ai déjà parlé par ici, donc ça ne va peut-être pas être une surprise pour vous. J'ai eu en cadeau d'anniversaire le dernier livre écrit par Loury Lag. Je vous avais déjà parlé de Loury Lag cet été puisque nous avions offert son premier roman, pardon, c'est pas un roman du tout, son premier documentaire Horizon Extrême à un de nos copains pour son anniversaire, donc je vous en avais parlé. Horizon Extrême que je n'ai pas lu du coup, mais je sais qu'il est à la médiathèque, donc je l'emprunterai peut-être. Mais entre-temps, il a sorti un nouveau documentaire qui s'appelle Résilience. Et ce documentaire porte sur un projet de grande envergure qu'il a monté avec Martin Petit, que vous voyez ici, du coup, en premier plan. Martin Petit, qui est un ancien sportif devenu tétraplégique suite à un accident de plongeon. Et le projet qui est porté par Loury Lag et Martin Petit est vraiment exceptionnel. Résilience, c'est un projet qui se découpe en 3 parties, 4 parties même si vous prenez le projet pilote. Alors j'essaye de vous retrouver la description du projet, hein. Ce sera peut-être un petit peu plus parlant si j'arrive à le retrouver. Où est-ce que c'est ?
Voilà. Donc vous avez une page ici où vous avez toute l'explication très claire du projet et des 4 chapitres de ce projet. Vous avez donc le projet pilote qui était d'atteindre le lac d'Anaïe, plateau à 2230 mètres d'altitude pour effectuer la première sortie en pleine nature depuis l'accident de Martin il y a plus de 5 ans. Donc là vous le voyez peut-être pas sur la photo mais je vais vous montrer en fait, je sais pas si je peux vous montrer, ouais si, là je peux vous montrer ça, vous voyez. Donc voilà, donc du coup première grosse sortie qu'ils ont fait ensemble. Ensuite, le premier chapitre qui s'intitule La colère dans le livre, c'était de parcourir 50 km en poussant Martin sur son fauteuil à travers sable pour atteindre et gravir la plus haute dune du Sahara, donc, qui s'appelle la dune hurlante. Vous aviez ensuite un deuxième chapitre qui s'appelait plutôt l'acceptation, où là l'objectif était de gravir un sommet à plus de 2000 mètres avec une luge hybride créée sur mesure et de décoller en parapente face au plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc. Et le dernier chapitre et le chapitre final de ce projet Résilience, c'était la renaissance, et donc c'était de naviguer sur l'océan Atlantique en direction du point GPS de l'accident de Martin afin de conclure cette aventure en revenant là où tout a commencé. Et franchement, bah, c'est juste exceptionnel. Alors je l'ai lu, bien sûr, il n'a pas traîné très longtemps dans ma palle pour le coup celui-ci. Les photos sont magnifiques, vraiment. Vous avez des photos exceptionnelles, des photos où vraiment je pense qu'on ne verra jamais des endroits comme ceux-là. Enfin, en tout cas, moi je pense que je verrai jamais des endroits comme ceux-là en vrai. Ça m'étonnerait. Enfin, pas de cet angle, pas de ces angles-là, je ne pense pas. Mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Enfin, franchement, les photos, elles sont dingues. Donc c'est incroyable et le projet est tellement fou que bah, vraiment on ne peut qu'être subjugué devant autant de courage, autant de résilience. Voilà. C'est vraiment incroyable, c'est un super projet. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce projet. L'avantage de ce livre-là, c'est que vous avez le projet à travers, bien sûr, les yeux de Lourilag, mais vous avez aussi le point de vue de Martin Petit. Et c'est vraiment pas mal parce que dans le livre, on reprend toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées d'un point de vue technique, d'un point de vue émotionnel, toutes les difficultés d'un point de vue climatique aussi, puisque bah, forcément... traverser le désert du Sahara sous 50 degrés avec une personne qui a du mal à réguler sa température, bon, ça peut vite être dangereux quand même. Donc voilà, vous avez certains points comme ça qui sont abordés, qui sont extrêmement intéressants et bah, moi je peux que vous le conseiller, franchement Résilience, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est édité chez Epaventure, enfin c'est même pas assez incroyable en fait, c'est incroyable tout court, je vous dis assez incroyable, mais non, c'est incroyable, point. Donc édité chez Epaventure, pardon. Et voilà, et vous avez le premier livre de Lourilag qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, donc qui s'appelle Horizon Extrême. Je le lirai, je pense, donc j'aimerais vous en reparler quand je le lirai aussi. Mais si vous ne connaissez pas cet explorateur français, eh bien, allez jeter un œil, allez regarder un petit peu ce qu'il fait parce que je trouve qu'il a un courage incroyable, vraiment. Ensuite, je voulais vous faire 2 retours lecture. Je m'excuse d'avance parce que cette séquence vidéo va être assez longue, mais bon, voilà, il faut quand même que je vous parle de mes lectures, donc bon. Le premier retour lecture que je voulais vous faire, c'était un retour lecture sur un partenariat que j'ai reçu grâce à Ned Gallet et à la maison d'édition Exo. Il s'agit du premier tome de la duologie, je pense que c'est une duologie, je pense pas que ce soit une saga, de Mireille Calmel qui est le Templier de l'ombre, donc je vous le montre là sur liseuse. Donc le Templier de l'ombre, j'étais persuadée que c'était un one shot, finalement il s'avère que non. Ça m'a un petit peu déçue, j'ai mis un peu de temps à avaler la pilule parce que vraiment je voulais partir sur un one shot, j'avais vraiment pas envie de commencer une nouvelle saga ni quoi que ce soit. Et bon, j'aurais dû me méfier parce que Mireille Calmel, c'est quand même la reine des duologies. Et c'est très bien parce qu'en règle générale, ces duologies sont très très bonnes, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que là, j'aurais bien aimé lire un seul roman, un one-shot. Bon, c'est comme ça, tant pis. Là, on est sur le premier tome. Le premier tome se passe en 1306, donc c'est un roman historique plutôt médiéval, hein. Et il se passe dans le pays Qatar, donc dans le pays Qatar
si vous ne connaissez pas ce pays cathare, c'est aux alentours de Carcassonne, hein, dans le sud de la France. Et c'est au temps des Templiers, vous l'aurez compris avec le titre, hein, le Templier de l'ombre. Et on fait la connaissance de Margot de Dante. Margot est une jeune femme qui est de la bourgeoisie plutôt, hein, voilà, qui attend patiemment le retour de son frère, qui est templier. Et son frère l'a promise à un homme qu'il a rencontré, qui s'appelle Alaric de mémoire, et donc il doit revenir de mission de templier avec Alaric pour que Margot puisse l'épouser. Sauf que son frère ne revient pas, et son frère et Alaric sont portés disparus. Et donc Margot, elle va tout simplement décider de partir à la recherche de son frère et de son fiancé, qu'elle n'a jamais vu, mais bon, elle fait complètement confiance à son frère, donc l'objectif c'est vraiment de les retrouver tous les deux. Et donc, bien sûr, à partir de là, va découler une espèce d'aventure, une épopée assez dingue, et on découvre Margot à travers toute cette épopée. Bon, alors, la lecture de ce roman a été un petit peu chaotique pour moi, puisque le début ne m'a pas complètement emballée. On va dire que j'ai mis au moins la bonne moitié du roman avant de rentrer complètement dans l'histoire. Alors, ce n'est pas un problème de rythme, parce que, comme d'habitude, Mireille Calmel, elle écrit des romans avec un rythme effréné, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. On est vraiment sur un rythme haletant, il se passe plein de choses, on ne s'ennuie pas. Margot, elle se retrouve embarquée dans une épopée qui est vraiment dingue et qui la dépasse un peu, mais en même temps, elle reste assez maîtresse d'elle-même, hein, clairement. Mais voilà, donc le rythme n'est pas du tout la problématique que j'ai rencontrée, puisque pour moi, ce n'est pas un roman ennuyant, loin de là. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait que, et j'arrive pas à mettre la main dessus, enfin le doigt dessus, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui fait que je n'ai pas été complètement embarquée dans cette histoire. Alors je me suis demandé à un moment donné si c'était pas dû au fait qu'on rentre tellement vite dans le récit qu'on a à peine le temps de s'attacher à Margot qui est le personnage principal. Peut-être que c'est ça le problème, mais je n'en suis pas entièrement convaincue, vraiment je peux pas vous dire. Mais j'ai un peu subi la première partie de ma lecture. Vraiment, je retournais pas dans ma lecture avec beaucoup d'envie. J'avais pas forcément très envie de lire ce livre. Et donc ça a été un peu difficile, un peu déroutant pour moi cette première partie. Une fois la première partie passée, une fois la moitié du livre englouti, avec un peu de difficulté mais englouti quand même, alors là par contre ça s'est révélé beaucoup plus intéressant. Euh, et j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé. La fin, bien évidemment, nous laisse un peu en stand-by puisqu'on sait qu'il va y avoir un deuxième tome, donc on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc bien sûr, j'ai envie de lire la suite, mais c'est vrai que contrairement à la duologie Lady Pirate qui avait été écrite également par Mireille Calmel, que j'ai lu cet été, que j'ai vraiment adoré et j'ai enchaîné les 2 tomes tellement j'étais contente de cette saga, là, c'est moins le cas. Je vais pas me jeter sur le deuxième tome comme sur le deuxième tome de Lady Pirate. C'est dommage, mais bon, ça peut pas être satisfaisant non plus à 100% à tous les coups. Ça n'empêche que si vous aimez bien les romans historiques qui se passent au Moyen-Âge, je pense que celui-ci peut être intéressant pour vous. Faites-vous votre propre opinion. En toute honnêteté, si vous aimez les romans un peu d'aventure, les romans où le rythme est vraiment effréné, bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas une bonne lecture pour vous. Pour moi, ça reste quand même une bonne lecture parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du roman, que j'ai lu très très vite. Mais à contrario, ben voilà, il y a quand même ce début de lecture qui a été tellement chaotique que je peux pas non plus vous dire que ça a été une excellente lecture. Et pour finir cette séquence vidéo très longue, je viens vous faire un retour complètement à chaud cette fois-ci sur un roman que j'ai terminé hier soir et qui me laisse un petit peu perplexe. C'est un roman que j'ai apprécié mais qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Il y a certains passages qui m'ont terriblement rebutée, qui m'ont serré le cœur et du coup je sais pas trop quoi en penser au final. Donc là vraiment je vous donne un retour complètement à chaud sur cette lecture. Il s'agit du roman de Sandrine Colette, On était des loups.
que vous avez dû très probablement voir passer un certain nombre de fois. Il m'intriguait beaucoup, je l'ai emprunté à la médiathèque et je suis très contente de l'avoir fait parce que je suis contente d'avoir lu ce roman et très contente d'avoir découvert la plume de Sandrine Colette. On m'avait beaucoup parlé de sa plume, on m'avait dit que c'était une plume très particulière, très poétique mais très courte, enfin avec des phrases très courtes, parfois avec une ponctuation qui est assez rare. Et c'est effectivement ce que j'ai retrouvé ici, et donc je suis très contente d'avoir découvert la plume de l'autrice. Après, l'histoire, il faut vraiment s'accrocher, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pas évident. Donc, pour vous faire un rapide résumé, parce que je vais pas vous en dire beaucoup, puis en même temps l'histoire, il n'y a pas grand chose qui se passe dans cette histoire, donc je vais pas pouvoir vous faire un résumé très très long et très étoffé. On fait la connaissance de Liam, et Liam a une vie un petit peu en dehors des normes, puisqu'il vit comme un ermite finalement, totalement en dehors de la civilisation, en pleine montagne, avec sa femme Ava et son fils Haru. Et en fait, donc ils vivent tous les trois dans les montagnes, mais vraiment coupés de la civilisation, coupés du monde, donc Liam, il chasse pour subvenir à leurs besoins, ils descendent très très rarement en ville, ou vraiment quand ils en ont très besoin. Mais sinon, voilà, ils essayent au maximum de vivre en autosuffisance, de se débrouiller par leurs propres moyens et de vivre complètement dans la nature. Donc, leur petit garçon Haru a 5 ans, et donc Liam a l'habitude de partir pour des expéditions de chasse sur plusieurs jours. Et un jour, il part en expédition pour traquer des loups, je crois. Et quand il revient, quelque chose ne tourne pas rond. Haru ne court pas au-devant de son papa comme il a l'habitude de le faire. Et en fait, il découvre sa femme, Ava, qui a été attaquée et tuée par un ours. Et Haru, son petit garçon, est planqué en fait sous le corps de sa maman. Et il va se retrouver seul avec ce petit garçon qu'il ne connaît pas vraiment finalement, puisque c'était toujours Ava qui s'occupait de Haru. Et on va dire que il va se retrouver un peu dans l'obligation en tout cas de prendre conscience de sa paternité, et c'est vraiment pas gagné, hein, clairement. Et ça, c'est l'histoire. Voilà, et donc c'est l'histoire. On est dans un roman qui est vraiment nature writing, parce que on est plongé dans les montagnes. Alors, je sais pas exactement où ça se passe. Moi, j'ai imaginé que ça se passait aux États-Unis, parce qu'à un moment donné, on parle de miles. Voilà, on parle pas de kilomètres, on parle de miles. Donc je me suis dit, ça doit être dans un pays anglophone, et tout de suite j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, ça doit être les États-Unis. Je suis pas sûre que ce soit ça pour de vrai, j'en n'en sais rien, mais toujours est-il que c'est pas. En plus, c'est absolument pas le propos, je sais pas pourquoi je vous dis ça, enfin bon, bref. Mais on est vraiment sur ce type de roman, on est sur un roman nature writing, on est sur quelque chose de très beau en termes de description, en termes de montagne, en termes d'environnement. Et Haru et Liam vont partir en expédition comme ça tous les deux, et c'est pendant cette expédition que Liam va devoir prendre conscience de sa paternité. On est sur un livre assez particulier parce qu'il n'y a aucun dialogue en fait, hein. Je vous montre un petit peu, mais vous voyez, vous avez des pages comme ça entières et entières, des pensées de Liam, puisque tout est à la première personne et on est vraiment dans la tête de Liam. Je pensais que ça allait me déranger, en fait pas du tout, ça m'a pas dérangé. Le fait qu'il n'y ait pas de chapitre et tout, la construction narrative ne m'a pas dérangé, absolument pas. Par contre, la thématique m'a vraiment bouleversée. On est vraiment sur un papa qui est pas papa en fait, hein. On est sur quelqu'un qui n'a pas conscience de sa paternité. Alors ce qui est normal d'un côté, vous allez me dire, parce que la maternité et la paternité, ce ne sont pas des choses innées, contrairement à ce qu'on peut dire parfois. Non, dire quand on se retrouve avec un bébé dans les bras, quand on ramène notre bébé à la maison, c'est pas forcément inné le rôle de parent, loin de là. Il faut réussir à apprivoiser son enfant, il faut réussir à le connaître. Et lui, il faut aussi qu'il vous connaisse, il prenne le temps de créer une relation, de créer un lien avec vous. Et en fait, c'est un petit peu tout ça qu'on va suivre dans ce roman.
Il y a des passages qui m'ont serré le cœur, vraiment, il y a des passages que j'ai trouvé très très durs. Ça m'a bouleversée en tant que maman, mais je pense que même si vous n'êtes pas maman ou papa, ça vous bouleverse quand même parce que les passages sont hyper durs, quoi. Vraiment, on se dit, mais... Donc j'ai eu du mal à apprécier le personnage de Liam parce qu'il y a des fois, j'arrivais pas à comprendre en fait, j'arrivais pas à comprendre ses pensées, je me disais mais c'est pas possible, enfin c'est ton fils, fais un effort, enfin vraiment, c'est un petit garçon sans défense, il attend qu'une chose, c'est qu'on l'aime, qu'on lui apporte un peu de tendresse et voilà quoi, il y a rien de l'autre côté, donc c'est compliqué. Mais c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien pensé et franchement, rien que pour ça, chapeau Sandrine Colette parce que c'est très bien retranscrit. Et voilà, voilà. Je ne conseille quand même pas à tout le monde de le lire. Franchement, il faut vraiment être accroché. Si vous avez un peu des difficultés avec des romans sur des relations parents-enfants qui sont difficiles, ne vous plongez peut-être pas là-dedans. C'est pas forcément une bonne idée. En revanche, on a cette partie nature writing qui est très intéressante. On a le développement du lien hein, qui est tissé par Liam avec son fils, qui est aussi très intéressante. La construction narrative l'est tout autant. Donc il y a du bon, il y a du positif, mais c'est vrai que soyez prévenus, ce n'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains, je pense. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Vous allez me dire c'est quand même pas mal. Je m'excuse un petit peu pour ces avis décousus parce que vraiment, je voulais vraiment vous faire un retour à chaud sur ce roman-là parce que je sais pas du tout comment je vais écrire ma chronique. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de voir un peu la différence entre mon ressenti à chaud et la chronique écrite plutôt à froid. Mais bon, voilà. Et je voulais aussi vous faire un retour sur le Templier de l'ombre. Donc effectivement, c'est une séquence vidéo qui va être un petit peu longue pour vous. Je ne vous parle pas de ma lecture audio, même si je suis bien avancée et que j'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai plus tard parce que là vraiment, ce serait un petit peu épuisé. Et je vais profiter du reste de ma pause déjeuner pour aller lire, je pense. Et je vous reprends plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi soir, il est 21h. Je reviens vous parler, il fait nuit, tout est fermé, voilà. Mais je reviens vous parler pour clore une bonne fois pour toutes ce carnet de lecture qui aura, entre guillemets, traîné sur 2 semaines. Donc j'espère que vous aurez trouvé pas mal de petites suggestions de lecture. Avant de clore ce carnet, je voulais vous faire un bon gros unboxing, comme vous pouvez le voir. Alors il est déjà bien préouvert parce que c'était un vrai bazar et je voulais pas faire ça en direct live parce que je sais que c'est un petit peu désagréable le bruit. C'est un colis qui me vient des éditions Gaëlis, c'est donc mon tout premier colis en tant que partenaire, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de l'ouvrir dans ce carnet de lecture puisque je vous ai parlé de mon partenariat avec la maison d'édition au début de la vidéo, donc bah, c'est une belle façon, je trouve, de mettre un terme à cette jolie vidéo. Donc, je pense que j'ai à peine assez ouvert le colis. Je suis désolée pour le bruit. Oh là là, oh, c'est des bricasses, hein. Ouh la vache, c'est des bricasses. Je sors tout et je vous montre tout après. Oh là 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 là, oh là là, c'est trop beau. Je suis trop contente. Alors, ils sont trop beaux. Donc, je vous montre. J'ai un petit mot. Chère Sybille, toute l'équipe de Gaëlis Éditions vous souhaite la bienvenue parmi ses partenaires en espérant que ces lectures vous séduisent. Bien à vous. Génial. Trop cool. Merci. Donc, nous avons 2 sagas, donc je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, 2 sagas que nous allons devoir lire pour cette année de partenariat. Et donc ce sont les tomes 3 qui vont bientôt sortir qu'on va lire. Et donc la maison d'édition a été a très gentiment proposé de nous envoyer les premiers tomes pour que l'on puisse, si on veut, rattraper un peu le retard, si on les a pas lus, tout simplement. Donc j'ai reçu le premier tome et le deuxième tome de la saga La Chambre du Lord.
écrite par Dominique Sessac-Noyer. Sansac-Noyer. Je suis désolée pour la prononciation. Donc tome 1 et tome 2, donc c'est le ruban noir et le ruban rouge. Donc vraiment j'ai trop hâte. Je peux vous lire quand même la quatrième de couverture du premier tome peut-être. Automne 1755, Angleterre. William Thomas Lewis Doyle, un jeune aristocrate de haute lignée, entre dans sa dernière année de formation militaire. Il fait la connaissance de son officier supérieur, le capitaine Faust Octavius Slade, à la réputation sulfureuse, et rencontre Simon Ridley, soldat du rang, pour lequel il va rapidement ressentir une attirance particulière qu'il n'arrive pas à assumer. Au cours d'une mission avec le capitaine Slade, qui a compris très vite ce qu'il est, William est brutalisé et violé par son formateur. Il doit se taire et supporter cette souillure seul. Au cours de ses mois de formation, il est régulièrement mis à l'épreuve par le capitaine Slade, à qui il voue une haine farouche. Pourtant, entre eux, une relation ambiguë et complexe va voir le jour. William, prisonnier de son éducation du danger que ses tendances sexuelles lui font courir au sein de l'armée où l'homosexualité est passible de mort, sera confronté aux mensonges, à l'intolérance et à certaines réalités et devra apprendre la compromission. Voilà, je ne vous lis pas la quatrième couverture du tome 2 parce que je ne veux pas me spoiler, mais j'ai trop hâte de découvrir cette première saga. Et la seconde saga que nous avons reçue, nous avons eu Les chemins d'Abeline de Annabelle Séguré. Donc tome 1, Louise, et le tome 2, Gabrielle. Voilà. Et donc le tome 1, je vous lis la quatrième de couve. Août 1775. Louise de la Magdeleine n'a que 17 ans, mais cache un secret depuis des siècles. Elle renaît sans cesse. Jeune peintre prometteuse, elle est confiée au Sarangdon, ce couple d'Irlandais, Sarangdon peut-être plutôt, ce couple d'Irlandais venus se réfugier dans cette France du XVIIIe siècle que le fébrile Louis XVI gouverne. Elle doit peindre le portrait d'Eslig, dont les dernières forces s'épuisent. Si refusant, elle s'échappe malgré les efforts que le comte Gabriel d'Abeline déploie pour l'en empêcher. Cette nuit-là, elle est témoin d'un complot fomenté contre Turgot. Elle fuit, mais elle est rattrapée et agressée par le comte de Cambronne. Dans cette vie, Louise tissera des liens avec le comte Gabriel d'Abeline. Elle partira en exil en Irlande où elle épousera la philosophie des druides et des celtes, verra son grand amour lui glisser des doigts. Finalement, elle découvrira que tous les membres de son entourage cachent eux aussi un secret. Voilà, donc deux sagas historiques. Comme vous avez pu le voir, on est plutôt sur l'époque donc 1755 ici et 1775, donc bon, à quelques années près, on est plus ou moins dans la même période historique. Mais du coup, j'ai très hâte. Et donc, en plus de ça, regardez-moi ces petites beautés. On a reçu des marque-pages. Ils sont pas trop beaux? Franchement, les marque-pages sont superbes. Voilà, donc je suis très contente. Merci beaucoup à la maison d'édition Gaëlis pour cet envoi. J'ai juste très hâte de commencer mes lectures. Je sais pas trop par quelle saga je vais commencer. Peut-être par la Chambre du Lord. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, en tout cas ça promet de beaux moments en lecture. Sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai commencé à monter la vidéo, je pense qu'on n'est pas loin d'une vidéo d'une heure là. Donc désolée pour ceux qui aiment les vidéos courtes, ce ne sera pas pour cette fois-ci. En tout cas, j'espère que vous aurez noté quelques lectures et que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine. Allez, ciao!